Avril 1975. Une déesse blanche glisse hors de la chaîne pour la dernière fois. Personne n'applaudit. Le moteur se tait. Sur 22 hectares en bord de Seine, il ne reste plus que le silence. 60 ans plus tôt, sur ce même sol, 40 000 obus étaient écoulés chaque jour. 30 000 hommes et femmes, surtout des femmes, tournaient les machines 14 heures sans s'arrêter. Le nom Citroën brillait en lettres de feu sur la tour Eiffel, visible à 40 km à la ronde. L'usine du quai de Javel n'était pas seulement la plus grande manufacture automobile d'Europe. C'était une ville dans la ville, avec ses crèches, ses infirmeries, ses cantines, ses secrets. Alors comment une usine à obus, née dans la boue d'une guerre mondiale, est-elle devenue le symbole de la modernité française, avant de disparaître complètement, laissant derrière elle un parc et quelques plaques de bronze? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une voiture, c'est l'histoire d'un génie qui a tout construit et tout perdu, de femmes que l'histoire a oubliées et d'un empire d'acier bâti au bord d'un fleuve, qui est retourné à l'herbe. Avant qu'André Citroën n'y pose un seul parpaing, cette bande de terre en bord de Seine avait déjà vécu plusieurs vies. En 1777, le comte d'Artois, frère du roi, futur Charles d'Addie, y fit construire une manufacture de produits chimiques. C'est dans ces ateliers que le chimiste Claude-Louis Berthollet mit au point, pour la première fois, une solution décolorante à base d'hypochlorite de sodium. Le monde entier allait l'appeler l'eau de Javel, un produit né ici, dans ce quartier industrieux du sud-ouest de Paris, qui porte encore son nom 2 siècles plus tard. La terre de Javel avait déjà donné quelque chose d'irréversible à l'histoire, avant même que l'automobile n'existe. Au fil du 19e siècle, la manufacture chimique disparut, remplacée par les aciéries de France. Les cheminées changèrent de couleur de fumée, l'odeur de soufre céda la place à celle du métal en fusion. Le quartier s'installa dans une vocation industrielle que rien ne semblait pouvoir arrêter. Terrain peu coûteux, proximité immédiate de la Seine pour l'acheminement des matières premières, et bientôt les voiles ferrées qui vinrent compléter le réseau logistique. Javel n'était pas beau, Javel était utile. Et dans la France de la révolution industrielle, c'était tout ce qui comptait. C'est dans ce contexte qu'un jeune ingénieur polytechnicien, fils d'un diamantaire juif néerlandais, immigré à Paris, commença à regarder ce quartier avec des yeux différents. André Citroën n'était pas encore constructeur automobile. En 1913, il dirigeait une petite usine d'engrenage à double chevron, installée quai de Grenelle, à quelques centaines de mètres de Javel. Ce détail n'est pas anodin. Citroën connaissait ce quartier, ses ouvriers, ses rues, ses contraintes. Il savait ce que cette terre pouvait porter. L'été 1913, il traversa l'Atlantique. À Détroit, il rencontra Henry Ford et vit de ses propres yeux ce qu'une chaîne de montage pouvait faire: transformer des milliers d'hommes en une seule machine parfaitement réglée, produire en série ce qui avait toujours été fait à la main, rendre accessible ce qui avait toujours été réservé à quelques-uns. Il revint en France avec une conviction absolue et une question sans réponse. Où construire? Puis la guerre arriva. Et la question trouva sa réponse toute seule. En août 1914, la mobilisation générale vida les usines de leurs hommes. Le front réclamait des munitions en quantité que les arsenaux de l'État ne pouvaient pas fournir. Et André Citroën perdit son frère aîné dans les premières semaines de combat. Ce deuil changea quelque chose en lui. S'il ne pouvait pas se battre, il pouvait au moins forger les armes de ceux qui se battraient à sa place. En janvier 1915, il signa un contrat d'1 million d'obus avec le ministère de la Guerre. Il lui fallait une usine. Grande, immédiatement disponible, sur les berges de la Seine. Il choisit Javel. Dans un appartement de Belleville, une couturière de 16 ans nommée Marguerite lisait une annonce collée sur le mur de sa rue. Femme recherchée, travail en usine, salaire double. Elle ne savait pas encore ce qu'on lui demanderait de fabriquer. Elle plia l'annonce en 4 et la glissa dans sa poche. En 3 mois, André Citroën transforma 22 hectares de terre maraîchère en une usine de guerre. Les ouvriers du bâtiment travaillèrent jour et nuit. Les ateliers sortirent de terre comme sous une pression invisible. Et dès l'été 1915, la production démarra. L'objectif initial était de 5000 obus de 75 mm par jour. Citroën, lui, visait 10 fois plus. Il appliqua à la lettre ce qu'il avait vu à Détroit: décomposition des tâches,
standardisation des gestes, cadence imposée à la minute près. Chaque ouvrière répétait le même mouvement des centaines de fois par heure. Pas de qualification requise, pas d'expérience industrielle nécessaire. Juste des bras, de la régularité et la capacité à tenir debout 14 heures d'affilée. Car les hommes étaient au front. C'est donc aux femmes que revint la guerre de l'arrière. Elles s'appelaient les munitionnettes. Elles constituaient jusqu'à 90% du personnel des chaînes de production. Certaines avaient 20 ans, d'autres à peine 16. Elles venaient de Belleville, de Ménilmontant, de la banlieue nord. Elles quittèrent leur logement avant l'aube et rentraient après la nuit tombée. Dans les ateliers, la chaleur des fours et le bruit des presses étaient de constants, assourdissants, physiquement épuisants. La poussière de métal se déposait sur la peau, dans les poumons, sous les ongles. Certains explosifs laissaient d'une teinte jaune sur les mains et le visage. On les appelait, sans cruauté particulière, les canaris. Une journée de repos toutes les 2 semaines, pas davantage. En échange, Citroën offrit ce qu'aucun patron parisien n'avait jamais accordé à ses ouvrières. Une crèche au 53 rue Ballard, une pouponnière, une infirmerie, une cantine, une coopérative d'achat à prix réduit. Des conditions que la presse de l'époque qualifia de modèle social. Et elles l'étaient, comparées à ce qui existait ailleurs. Mais il faut lire ces mots avec précision. Ces services n'étaient pas des droits. Ils étaient des outils. Ils permettaient aux femmes de laisser leurs enfants, de manger sur place, de soigner une blessure légère et de repartir sur la chaîne sans perdre une heure de production. La générosité de Citroën avait toujours un rendement calculé. À son pic, l'usine produisit 55 000 obus par jour. Quand l'armistice fut signé le 11 novembre 1918, le compteur total affichait 26 millions de projectiles livrés à l'armée française. Ce soir-là, André Citroën fit une déclaration qui résonna dans toute la presse industrielle. « Là où j'ai fabriqué des obus pour la France, je ferai demain des automobiles. » Une phrase nette, tranchante, orientée vers l'avenir. Aucune mention des femmes qui avaient obtenu les machines. Aucun nom. Aucun remerciement public. Le lendemain matin, les contremaîtres annoncèrent aux ouvrières que l'usine allait être transformée. On n'avait plus besoin d'elles pour l'instant. Elles pouvaient rentrer chez elles. Marguerite rangea ses gants de travail dans son casier pour la dernière fois. Elle regarda ses mains, les paumes durcies, les articulations marquées par 4 ans de métal et de cadence. Dans la pouponnière de la rue Ballard, sa fille avait appris à marcher sans qu'elle le voie. Elle récupéra l'enfant, boutonna son manteau dans le froid de novembre et prit le chemin de Belleville. Personne ne lui dit merci. Personne ne lui dit au revoir. L'usine, elle, ne s'arrêta pas. Elle se transforma. En 1919, André Citroën n'avait pas de marque automobile. Il avait une usine vide, une réputation industrielle et une certitude absolue. Ce que Ford avait fait en Amérique, il allait le faire en France. Mieux, plus vite, en plein cœur de Paris. Le 7 juin 1919, la première Citroën Type A sortit des ateliers de Javel. 30 voitures ce jour-là. Une cadence qui paraissait dérisoire. Sauf si l'on savait ce que Citroën avait prévu pour la suite. En appliquant à l'automobile les mêmes principes tayloristes qu'il avait expérimentés sur les obus, il fit monter la production de manière méthodique, implacable. 10 ans plus tard, Javel produisait 1000 voitures par jour. Le même atelier, le même sol. Une logique portée à son point d'incandescence. La Type A fut suivie de la Type B, puis de la B10, première voiture européenne à carrosserie entièrement en acier. Citroën ne fabriquait pas des automobiles de luxe réservées aux fortunés. Il fabriquait des voitures que les classes moyennes pouvaient acheter. C'était là son véritable pari révolutionnaire, démocratiser la route. Et Javel en était le moteur. En 1925, il franchit une limite que personne avant lui n'avait franchie. Durant 6 mois, le nom Citroën s'inscrivit en lettres lumineuses sur la façade de la Tour Eiffel. 250 000 ampoules, visibles à 40 km dans toutes les directions, saluées par la presse internationale comme la plus grande enseigne publicitaire du monde. Charles Lindbergh, lors de son atterrissage historique au Bourget en 1927, déclara avoir guidé son approche finale sur ces lumières. Un constructeur automobile venait de transformer le monument le plus célèbre de France en panneau publicitaire.
Et personne en France ne trouva cela choquant. C'était Citroën. Il avait toujours eu un coup d'avance. En 1928, l'usine du quai de Javel comptait 30 000 travailleurs, dont 6 000 femmes. La superficie des ateliers s'étendait sur 130 000 mètres carrés. On y trouvait une infirmerie capable de traiter des urgences chirurgicales, des terrains de sport, une bibliothèque, des douches collectives, une cantine servant plusieurs milliers de repas par jour. L'usine avait la taille d'une ville moyenne et fonctionnait avec la discipline d'une armée. Puis, en 1933, Citroën prit une décision que ses propres ingénieurs qualifièrent de folie: démolir l'ensemble du site pour le reconstruire entièrement. Plus grand, plus moderne, plus rationnel. La superficie passerait de 30 000 à 55 000 mètres carrés. Les sous-sols permettraient de stocker 1 200 véhicules. Les vestiaires passeraient de 2 500 à 3 500 places. L'opération dura moins d'1 an. La production ne s'arrêta pas un seul jour. C'était le genre d'exploit dont Citroën avait le secret et dont il tirait une fierté qui confinait parfois à l'aveuglement. Parce que pendant qu'il démolissait et reconstruisait, pendant qu'il commandait de nouveaux équipements et signait de nouveaux emprunts, une autre machine se mettait en marche dans ses bureaux d'études. Une machine qui allait tout changer. Une voiture si révolutionnaire qu'elle coûterait, à la lettre, la vie de son créateur. Dans les ateliers de Javel, un gamin de 18 ans nommé René venait d'être embauché comme aide-ajusteur. Son père avait travaillé ici 20 ans avant lui. En posant sa main sur le métal froid de la première presse qu'on lui confia, il eut le sentiment, confus, presque honteux, d'entrer dans quelque chose de plus grand que lui. Il ne savait pas encore à quel point c'était vrai, ni ce que cela lui coûterait. Il y a des hommes qui construisent avec méthode, pierre par pierre, en vérifiant chaque joint avant de poser la suivante. André Citroën n'était pas de cela. Il construisait comme il jouait, vite, haut, sans filet. Et pendant des années, cela avait fonctionné, jusqu'au moment où cela ne fonctionna plus. Le projet qui l'emporta s'appelait la traction avant. Sur le papier, c'était une révolution absolue. Une voiture à traction avant, les roues avant qui tirent au lieu des roues arrière qui poussent, avec une carrosserie monocoque, des freins hydrauliques sur les 4 roues, une suspension indépendante. En 1934, aucun constructeur au monde ne proposait cela en grande série. La traction avant avait 10 ans d'avance sur son époque, peut-être 15. C'est précisément ce qui la rendit si dangereuse à produire. Les coûts de développement explosèrent dès les premiers mois. Les prototypes révélèrent des problèmes techniques en cascade. Boîtes de vitesse défaillantes, transmission qui cédait, châssis qui se fissurait sous contrainte. Chaque solution coûtait du temps et de l'argent. Citroën en avait de moins en moins des deux. Mais il ne ralentit pas, il accéléra. Parce que s'arrêter pour lui était impensable. Ce que peu de gens savaient alors, et que ses proches taisaient soigneusement, c'est qu'André Citroën jouait. Pas métaphoriquement. Il fréquentait les casinos de Deauville et de Monte-Carlo avec une régularité qui relevait de la compulsion. On rapporte qu'il pouvait perdre en une nuit des sommes que ses ingénieurs mettaient des mois à économiser sur les budgets de production. Il pariait sur les chevaux, sur les cartes, sur les tables. Et il pariait sur sa voiture en y engageant simultanément la reconstruction de l'usine de 1933, de nouveaux emprunts bancaires et les réserves de trésorerie de l'entreprise. Quand la traction avant fut présentée au public au printemps 1934, elle était inachevée. Les premières versions livrées aux clients tombaient en panne, les concessionnaires appelaient, les journaux ironisaient, et les banques, qui avaient accordé des crédits considérables sur la foi des projections de vente, commençaient à s'impatienter. En décembre 1934, la société Citroën fut déclarée en faillite. Michelin, créancier principal, reprit le contrôle de l'entreprise pour une somme qui ne reflétait en rien ce que Javel avait coûté à construire. Les actifs passèrent en quelques semaines dans de nouvelles mains. Le nom resta. L'homme, lui, fut mis à l'écart. André Citroën avait 56 ans. Il apprit qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac au début de l'année 1935. Il mourut le 3 juillet de la même année dans un appartement parisien, sans avoir vu ce que l'histoire allait faire de sa traction avant. Sans avoir su que la voiture qu'il avait ruinée deviendrait l'une des automobiles les plus aimées de France, que la résistance l'utiliserait pour ses liaisons clandestines,
que les gendarmes en feraient leur véhicule de patrouille pendant 20 ans, que les Français l'appelleraient simplement l'attraction, comme on parle d'un ami de longue date. En 1936, sous la direction de Michelin, Citroën affichait son premier bénéfice net, 18 millions de francs. André Citroën était mort depuis 1 an. Il avait tout construit, tout perdu, et légué, sans le savoir, une œuvre que d'autres allaient achever à sa place. Son nom restait gravé sur le fronton de l'usine du quai de Javel. Mais l'usine ne lui appartenait plus. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France entra en guerre. À Javel, les machines continuèrent de tourner, mais quelque chose avait changé dans l'air des ateliers. Une tension sourde, une incertitude que personne ne nommait encore, mais que tout le monde sentait. Michelin, qui dirigeait Citroën depuis la faillite de 1934, prit une décision immédiate. Le projet de la nouvelle petite voiture populaire, une voiture légère, économique, conçue pour les routes de campagne françaises, fut suspendu sine die. Les prototypes, déjà achevés après des années de développement secret, furent dissimulés dans des granges de la région d'Auvergne. On avait peur qu'ils tombent entre les mains de l'occupant. Cette voiture attendrait la fin de la guerre. Elle attendrait 9 ans. On l'appellerait plus tard la 2CV. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrèrent dans Paris. Javel, comme toutes les grandes usines françaises, passa sous contrôle de l'occupant. Berlin désigna Auto Union, le constructeur allemand, comme administrateur de fait de Citroën. Des commissaires allemands s'installèrent dans les bureaux de direction. Leur mission était en clair, remettre les chaînes en marche, inventorier les capacités de production et orienter l'ensemble vers les besoins de la Wehrmacht. Pierre-Jules Boulanger, président de Citroën sous Michelin, n'avait pas le choix. Refuser ouvertement, c'était s'exposer à une réquisition totale et à la déportation des cadres. Il accepta. Les ateliers de Javel se remirent à produire, des véhicules utilitaires, des camions, des pièces mécaniques destinées à l'effort de guerre allemand. La traction avant continuait à sortir des chaînes, en petite quantité, jusqu'en novembre 1941. Mais Boulanger ne capitula pas entièrement. Ce qui se passa ensuite dans les ateliers de Javel ne figura dans aucun rapport officiel. Les archives internes de Citroën sur cette période restent, encore aujourd'hui, largement inaccessibles. Les demandes de consultation se heurtent systématiquement à des refus ou à des réponses laconiques. Nous n'avons rien trouvé. Mais les témoignages, recueillis après-guerre, convergent sur un point. Un sabotage méthodique et silencieux fut organisé sur les camions Citroën T45 livrés à la Wehrmacht. Les jauges de niveau d'huile moteur auraient été volontairement calibrées en dessous du niveau réel. Les véhicules, en apparence conformes, consommaient leur huile sans que les conducteurs allemands ne s'en aperçoivent. Des milliers de camions tombèrent en panne sur les routes du front de l'Est, victimes non pas d'un bombardement, mais d'une encoche mal placée sur un instrument de mesure. Un sabotage presque invisible, presque parfait. Pendant ce temps, une autre réalité se jouait dans les ateliers, celle-là sans gloire ni résistance romanesque. Des travailleurs requis au titre du service du travail obligatoire furent affectés à Javel, des hommes arrachés à leur vie ordinaire, contraints de travailler pour une industrie qui servait l'occupant. Leurs noms n'apparaissent pas dans les commémorations, leurs visages ne figurent pas dans les archives photographiques que Citroën a bien voulu conserver. Ils sont la part muette de cette histoire. Le 2 juin 1940, l'aviation allemande avait déjà frappé Javel une première fois. Une deuxième frappe suivie, puis une troisième, en avril 1944, cette fois par les Alliés, qui ciblaient les infrastructures industrielles au service de l'Allemagne. Une partie des ateliers s'effondra. Les murs noircis restèrent debout comme des dents cassées au bord de la Seine. La libération de Paris arriva en août 1944. Les commissaires allemands quittèrent dans les bureaux sans cérémonie. Les ouvriers revinrent progressivement. On fit l'inventaire des dégâts, matériels, humains, moraux, et on recommença à produire, parce que c'est ce que font les usines qui survivent. Elles recommencent. Dans le quartier de Javel, une femme d'une quarantaine d'années tenait un étal de légumes près du marché de la rue Saint-Charles. Marguerite, elle avait vu les bombes tomber depuis la fenêtre de son appartement. Elle avait regardé la fumée monter au-dessus des toits, épaisse et noire, exactement comme pendant la Grande Guerre.
Sauf qu'à cette époque, c'était elle qui était à l'intérieur. Elle pensa aux filles qui travaillaient là, maintenant. Jeunes, pressées, sans le choix. Comme elle, 30 ans plus tôt. Personne ne leur avait demandé leur avis. Personne ne le ferait jamais. Elle rangea ses poireaux et rentra chez elle sans se retourner. En 1945, Javel ressemblait à un homme qui a survécu à une guerre sans savoir encore s'il doit s'en réjouir. Les ateliers portaient les cicatrices des bombardements. Certaines travées avaient été reconstruites à la hâte. Les machines tournaient de nouveau, mais plus lentement, dans une lumière qui semblait hésiter entre le passé et l'avenir. L'avenir, justement, sorti de sa cachette auvergnate. Le 7 octobre 1948, au Salon de l'Automobile de Paris, Citroën présenta la 2CV. La salle retint son souffle, mais pas pour les raisons que l'on espérait. La presse fut impitoyable. On parla d'une voiture de misère, d'un véhicule fait de briques et de brocs, d'une mécanique digne d'un vélo moteur. Un journaliste la compara à un parapluie roulant. Un autre écrivit qu'elle ferait honte à la France sur les routes d'Europe. Le public ne lut pas les critiques. Ou plutôt, il les lut et s'en moqua. Les commandes affluèrent dès les premiers jours. Les listes d'attente s'allongèrent jusqu'à 2 ans. La 2CV n'était pas une belle voiture. Elle n'avait jamais prétendu l'être. Elle était une voiture juste, juste assez légère, juste assez économique, juste assez robuste pour les chemins de terre et les rues pavées. Elle était la voiture des instituteurs et des infirmières, des agriculteurs et des étudiants. Elle démocratisait la route comme la Type A l'avait fait 20 ans plus tôt, mais plus profondément, plus intimement, dans les couches de la société française que la Type A n'avait pas encore atteintes. À Javel, les chaînes accélérèrent. René, qui avait repris son poste après la guerre, fut affecté à la ligne 2CV. Il travaillait vite, avec précision, avec cette économie de gestes que seules les années forment. Il aimait cette voiture sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'elle ressemblait aux gens qui la conduiraient, sans prétention, résistante, capable d'aller plus loin qu'on ne l'aurait cru. Puis vint la DS. Le 5 octobre 1955, Citroën leva le voile sur la DS au Grand Palais. En 90 minutes, 12 000 personnes signèrent un bon de commande. À la fermeture du salon, ce chiffre dépassait 80 000. Il n'existait pas, en 1955, de précédent industriel comparable à cette réception. Roland Barthes, philosophe et critique, écrivit que la DS était à l'automobile ce que la cathédrale gothique était à l'architecture médiévale. Une œuvre conçue par des mains humaines qui semblait tomber du ciel. Sa carrosserie en gouttes d'eau, sa suspension hydropneumatique qui s'adaptait à chaque irrégularité du sol, sa direction assistée, ses phares qui pivotaient avec le volant. Chaque détail était une décennie en avance. Le monde entier regardait Javel avec une forme de stupéfaction respectueuse. René fut affecté à la ligne DS en 1957. Chef d'équipe, il supervisait l'assemblage de la suspension. La partie la plus complexe, la plus délicate, celle où une erreur de montage se payait immédiatement. Il en était fier d'une fierté tranquille, presque secrète, comme on est fier d'une chose que l'on n'a pas besoin d'expliquer aux autres parce qu'elle se voit d'elle-même. Ces années-là furent les plus belles de Javel. La France des 30 glorieuses roulait vite, consommait, se modernisait. Citroën en était à la fois le symbole et le moteur. L'usine fonctionnait à pleine capacité. Les carnets de commandes débordaient. Mais en mai 1968, quelque chose se brisa. Les ouvriers de Javel rejoignirent le mouvement de grève générale. Pendant 3 semaines, les chaînes s'arrêtèrent. Ce n'était pas la première fois que des usines françaises connaissaient des arrêts de travail. Mais à Javel, dont la direction avait toujours maintenu un contrôle tatillon sur les ateliers, l'absence de production avait quelque chose de vertigineux. Les murs de l'usine portèrent bas des slogans. Les portails restèrent d'eau fermés. Et quand les ouvriers reprirent le travail, 1 mois plus tard, quelque chose avait changé dans le rapport entre les hommes et les machines. Une distance nouvelle. Une méfiance que les années suivantes ne résorberont pas. 1968 fut aussi l'année où les dirigeants de Citroën eurent une conversation qu'ils n'avaient encore eue qu'en privé, à voix basse, entre eux. Javel coûtait trop cher. Le foncier parisien avait explosé. Les camions ne pouvaient plus circuler librement dans Paris. La Seine n'était plus un atout logistique. C'était un obstacle. Les usines de province produisaient les mêmes véhicules pour 40% moins cher.
Et en 1970, à Aulnay-sous-Bois, on posa les premières fondations d'un nouveau site de production, moderne, rationnel, spacieux, conçu pour remplacer ce que Javel ne pouvait plus être. On construisait le successeur, sans le dire encore à ceux qui travaillaient dans l'original. Il y a une façon particulière dont une grande usine meurt. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est un retrait lent, presque imperceptible, comme la mer qui recule sur une plage et qui laisse derrière elle des flaques, du sable mouillé et des objets que personne n'avait remarqués quand ils étaient encore immergés. À Javel, ce retrait commença en 1970, discrètement, méthodiquement. La première ligne à partir fut celle de l'AMI 6. Le modèle fut transféré dans une usine de province, sans annonce particulière, sans cérémonie. Les machines furent démontées un week-end, chargées sur des camions le lundi matin, et le mardi, il ne restait qu'un rectangle de sol huileux, là où elles avaient déjà fonctionné pendant des années. Puis ce fut le tour de la GS. Puis d'autres modèles, un par un, selon une logique que la direction ne communiquait pas officiellement, mais que tout le monde, dans les ateliers, comprenait parfaitement. Les ouvriers ne posaient pas de questions, ou plutôt, ils posaient des questions auxquelles on répondait avec des formules rassurantes. Réorganisation industrielle, optimisation des capacités, modernisation du groupe, des mots qui ne voulaient rien dire et qui voulaient dire tout. L'espace libéré par les machines parties ne fut pas réoccupé. C'est cela qui était le plus difficile à supporter, selon ceux qui travaillaient là à l'époque. Non pas l'absence des machines elles-mêmes, mais le silence des travées vides. Les ateliers de Javel avaient toujours été bruyants. Un bruit continu, organique, presque rassurant dans sa constance. Quand des sections entières se turent, ce silence-là avait une texture. Il pesait. En 1973, pendant que les dernières lignes de production tournaient encore à Javel, les premières fondations d'Aulnay-sous-Bois étaient coulées à 30 km de là. Le nouveau site s'étendait sur 180 hectares. Il était conçu dès l'origine pour recevoir ce que Javel ne pouvait plus contenir. Les volumes, les flux, la modernité logistique qu'exigeait l'industrie automobile des années 1970. On y construisait le futur pendant que l'ancien monde tournait encore. C'était une forme de brutalité administrative parfaitement banale. Puis il y eut 1974. La crise pétrolière frappa de plein fouet l'industrie automobile mondiale. Les ventes chutèrent, les carnets de commandes se vidèrent. Et pour les directions qui cherchaient depuis des années une raison d'accélérer la fermeture de Javel, la crise fut moins une catastrophe qu'une occasion. Les décisions déjà prises en coulisses purent enfin être annoncées publiquement avec un argument que personne ne pouvait contester. La conjoncture. En janvier 1975, les 1975 derniers travailleurs de Javel reçurent de chacun une lettre, une page, sans signature personnelle. Le texte était précis, concis, formulé dans la langue neutre des décisions administratives. L'usine du quai de Javel cesserait toute activité de production au mois d'avril. Les transferts vers Aulnay-sous-Bois seraient organisés pour ceux qui souhaitaient poursuivre leur activité au sein du groupe. Les autres pourraient en bénéficier des dispositifs légaux en vigueur. Une page, pour une usine qui avait existé 60 ans. Dans les semaines qui suivirent, une négociation d'une toute autre ampleur se déroulait dans les bureaux de direction. Citroën et Peugeot finalisèrent les termes de leur rapprochement, ce qui allait devenir le groupe PSA Peugeot-Citroën. Javel était l'un des points de friction. Deux géants de l'automobile ne pouvaient pas cohabiter sur le même site parisien. L'un des deux devait disparaître. Et Javel, déjà vidé de l'essentiel, était le sacrifice le plus simple à consentir. La 2CV avait quitté Javel depuis 1974, transférée à Levallois-Perret. Seule la DS tenait encore la chaîne. La voiture la plus complexe, la plus noble, la dernière à rester. Comme si on avait voulu garder la meilleure pour la fin. Ou comme si on n'avait pas eu le courage de l'envoyer ailleurs. René reçut sa lettre un mardi matin, dans la salle des vestiaires. Il la lut debout, sans s'asseoir. Autour de lui, d'autres ouvrirent la leur en silence. Personne ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis quelqu'un referma son casier. Le bruit métallique résonna dans toute la salle. Et sortit. Les autres suivirent, un par un, pour reprendre leur poste. Le travail continuait.
Il restait encore 3 mois à tenir. Ce soir-là, René rentra chez lui rue Ballard et dit à sa femme « C'est pour avril ». Elle ne demanda pas de précision. Elle savait depuis longtemps, peut-être même avant lui. Après le départ de la dernière déesse, il ne se passa rien de spectaculaire. C'est cela que l'histoire industrielle omet souvent de raconter. La fin d'une usine n'est pas un événement. C'est un processus, long, administratif, prosaïque, étalé sur des années. À Javel, ce processus dura 8 ans. Dès 1976, les équipes de démolition commencèrent leur travail. Elles procédèrent par sections, méthodiquement, en commençant par les bâtiments les plus anciens, ceux qui dataient de la reconstruction de 1933. Les façades s'effondrèrent dans un nuage de poussière grise. Les dalles de béton furent découpées à la scie, chargées sur des bennes, évacuées vers des décharges de banlieue. Les charpentes métalliques furent démontées et revendues au poids. Les canalisations arrachées, les câbles électriques récupérés. Tout ce qui pouvait avoir une valeur marchande fut extrait avant que le reste ne disparaisse. Ce qui ne pouvait pas être revendu fut simplement rasé. En 1982, le siège social de Citroën quitta définitivement le quai de Javel pour s'installer dans le 16e arrondissement. C'était la dernière présence institutionnelle de la marque sur ce sol. Quand les derniers cartons furent chargés dans les camions de déménagement, l'adresse historique qui avait figuré sur tous les documents officiels de l'entreprise depuis 1919 cessa d'exister. Il ne restait plus, à cette date, que des gravats et des terrains vagues là où s'était élevé l'Empire. En 1944, la démolition était achevée. 22 hectares de terrain libérés, en bord de Seine, dans le 15e arrondissement de Paris. Une surface considérable, une occasion rare, et une question à laquelle personne n'avait encore de réponse définitive. Qu'allait-on faire de tout cela? La discussion fut longue, âpre, typiquement parisienne dans ses enjeux et ses contradictions. Certains voulaient du logement social. Le 15e manquait de logements abordables, et 22 hectares auraient pu en produire beaucoup. D'autres plaidaient pour un quartier d'affaires. Des tours, des bureaux, un nouveau pôle économique pour une ville en mutation. D'autres encore réclamaient un équipement culturel, un grand musée, une salle de spectacle. Chaque option avait ses défenseurs, ses lobbies, ses élus. Ce qui émergea finalement de ces années de débat fut une solution que personne n'avait vraiment anticipée au départ, et que beaucoup trouvèrent, avec le recul, plus juste que n'importe laquelle des alternatives. Un parc, un grand parc public, ouvert à tous, sur la totalité des terrains libérés. Pas un square de quartier, un espace conçu comme une œuvre à part entière, confié à des architectes paysagistes de premier plan. En 1986, la ville de Paris lança un concours international. 2 équipes furent retenues et invitées à travailler ensemble. Gilles Clément, botaniste et paysagiste, et les architectes Patrick Berger et Jean-Paul Viguier. Leur projet associait des jardins thématiques, des serres de verre, de vastes pelouses ouvertes sur la Seine et une composition formelle d'une précision presque géométrique, tout le contraire du jardin anglais romantique, tout le contraire aussi de l'usine qui avait occupé ce sol avant eux. Les travaux débutèrent en 1986. Ils durèrent 6 ans. Le 1er juin 1992, le parc André Citroën ouvrit ses portes au public. 13 hectares. Les 9 autres avaient été affectés à des logements et à l'hôpital européen Georges Pompidou, dont la construction avait débuté en parallèle. Une pelouse centrale inclinée vers la Seine, 2 grandes serres transparentes flanquant un jardin blanc, 6 jardins thématiques aux ambiances contrastées et une allée bordée de jets d'eau où les enfants couraient en été pour se rafraîchir. Le nom du parc fut l'objet d'une discussion en soi. André Citroën était mort en 1935, ruiné, écarté de sa propre entreprise. Il n'avait jamais reçu de son vivant la reconnaissance officielle que d'autres industriels de sa génération avaient obtenue. Lui donner son nom, au parc, au quai, à la station de métro, au collège du quartier, était une forme de réparation posthume. Ou peut-être simplement le geste le plus logique. Son nom était attaché à ce lieu depuis 1919. Il était juste qu'il y reste, même après que les machines eurent disparu. Dans un coin discret du parc, non loin des serres, une plaque de bronze fut posée sur un mur de pierre. Elle rendait hommage aux munitionnettes, ces femmes qui avaient fabriqué 26 millions d'obus
Entre 1915 et 1918, 14 heures par jour, une journée de repos toutes les 2 semaines, pour un salaire que la guerre rendait nécessaire et que la paix ne récompensa pas. La plaque était petite. Elle n'était pas sur le chemin principal. La plupart des visiteurs passaient devant sans la voir, mais elle était là. Le groupe PSA Peugeot-Citroën, né en 1976 de la fusion des deux constructeurs, poursuivit sa route sans Javel. Aulnay-sous-Bois prit le relais 30 km au nord-est, 180 hectares, une logique industrielle du XXe siècle finissant. Pendant 37 ans, cette usine produisit des millions de véhicules. Puis elle ferma à son tour en 2013, emportant avec elle 12 000 emplois directs et indirects. Ce que Javel avait vécu en 1975, Aulnay le vécut en 2013. La roue tournait, mais dans le même sens. Le double chevron, cet engrenage à dents en V qu'André Citroën avait rapporté de Pologne en 1900 et transformé en logo, traversa toutes ces mutations sans sourciller. PSA devint Stellantis en 2021, fruit d'une fusion avec le groupe Fiat Chrysler. 14e constructeur automobile mondial au moment de sa création, Stellantis regroupe aujourd'hui 14 marques sur 4 continents. Citroën en est l'une d'elles, vivante, productive, présente sur les marchés européens et africains. Le nom existe, l'usine n'existe plus. Aujourd'hui, si l'on cherche des traces de ce qui fut, il faut savoir où regarder. La station de métro de la ligne 10 s'appelle Javel-André Citroën. 2 noms accolés, l'un ancien comme le quartier, l'autre attaché à un homme que ce quartier a formé et consumé. Sur les quais de la station, la RATP a installé des panneaux retraçant l'histoire de la marque. Des photographies en noir et blanc, des chiffres de production, des silhouettes de voitures. Des milliers de voyageurs passent au-devant chaque jour sans s'arrêter. Le quai André Citroën longe la Seine là où les péniches livraient autrefois l'acier et le charbon. Le collège André Citroën scolarise les enfants du quartier. Dans le parc, un buste de bronze représente le fondateur. Regard fixe, costume d'époque. Installé face à l'hôpital européen Georges Pompidou, construit sur une partie de l'ancien site industriel. Autour de lui, des familles pique-niquent sur la grande pelouse. Des enfants courent vers les jets d'eau. Des joggeurs longent la Seine. Personne ne regarde le buste. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est simplement ce que font les villes avec leur passé. Elles l'absorbent, le digèrent, le transforment en décor. Et le décor finit par sembler avoir toujours été là. Alors que retenir de Javel? Que comprendre de ses 60 ans d'acier, de bruit, de sueur et d'invention, aujourd'hui recouverts d'herbe et de silence? La première leçon est celle du génie sans garde-fou. André Citroën n'a pas échoué faute de vision. Il a échoué parce que sa vision n'avait pas de limite. Il voyait plus loin que ses contemporains, plus loin que ses banquiers, plus loin que ses propres finances. Cette capacité à voir au-delà était ce qui faisait de lui un bâtisseur exceptionnel. C'était aussi ce qui le rendait incapable de s'arrêter quand il le fallait. Les empires industriels ne se construisent pas avec de la seule intuition. Ils exigent aussi quelqu'un pour tenir la main du génie au bord du précipice. Personne ne tint la sienne. La deuxième leçon est celle de l'invisibilité choisie. 26 millions d'obus, fabriqués par des femmes, en 4 ans, 14 heures par jour. Leur nom ne figure dans aucun grand livre d'histoire industrielle. Leur visage ne décore aucune salle de musée. La petite plaque de bronze dans le parc est, 100 ans après, le seul hommage officiel qui leur ait été rendu dans l'espace public parisien. Ce n'est pas un oubli accidentel, c'est le résultat d'un choix collectif, répété génération après génération, de ne pas regarder certaines contributions en face. Javel nous rappelle que l'histoire industrielle, comme toutes les histoires, est écrite par ceux qui décident de quoi elle doit se souvenir. La troisième leçon est celle du sol qui survit à tout. Ce terrain en bord de Seine a porté une manufacture royale, des aciéries, une usine de guerre, un empire automobile et maintenant un parc. 5 vies successives, 5 vocations différentes, sur la même terre. Rien de ce qui s'y est construit n'était destiné à disparaître. Tout semblait, au moment de sa construction, permanent et nécessaire. L'eau de Javel, les obus de 75, la type A, la DS, chacun de ces objets a semblé, en son temps, indestructible. Aucun ne l'était. Ce que la Terre garde, en revanche,
C'est la mémoire de la pression qu'on lui a fait subir. Le sol de Javel a porté des fours, des presses, des millions de tonnes de métal en mouvement. L'herbe qui pousse dessus aujourd'hui pousse sur tout cela. Si vous vous arrêtez au milieu de la grande pelouse du parc André Citroën et que vous regardez vers la Seine, vous êtes debout sur ce qui fut l'atelier numéro 7. Là où René éteignit la lumière à 14h45, un mercredi d'avril 1975. Là où Marguerite pressa des obus dans des moules métalliques à 3 heures du matin, un hiver de 1916, pendant que sa fille dormait à 300 mètres de là, dans la pouponnière de la rue Ballard. Là où André Citroën se tenait debout en 1928 et regardait 30 000 personnes travailler pour lui, convaincu que ce qu'il construisait durerait toujours. Le fleuve coule, l'herbe est verte, le vent passe entre les serres de verre sans rencontrer d'obstacles. Il ne reste rien de l'usine. Il reste tout ce qu'elle a fait. Mercredi 16 avril 1975. René se réveilla à 5h30, comme chaque matin depuis 27 ans. L'habitude était plus forte que la conscience. Son corps se leva avant que son esprit n'ait eu le temps de se souvenir de ce que cette journée signifiait. Il s'habilla dans le noir pour ne pas réveiller sa femme. Chemise bleue, pantalon de travail. Les mêmes gestes, dans le même ordre, depuis 1948. Dans la cuisine, il fit chauffer de l'eau pour le café. Debout face à la fenêtre, il regarda la rue Ballard, encore vide dans la lumière grise de l'aube. Il connaissait chaque pavé de cette rue, chaque fissure dans le trottoir, chaque façade. Il avait fait ce trajet à pied, à vélo, sous la pluie, sous la neige, par des matins de canicule où le bitume ramollissait sous les semelles. 6500 fois à peu près. Il avait compté distraitement un soir de novembre, sans vraiment savoir pourquoi. Il but son café debout, prit son vélo dans le couloir, ferma la porte sans bruit. À Javel, les gardiens de nuit faisaient encore leur ronde quand René arriva, à 6h20, 45 minutes avant l'heure habituelle. L'un d'eux le salua d'un signe de tête sans dire un mot. Dans la loge, la radio diffusait les informations du matin. Quelqu'un parlait du gouvernement. Personne n'écoutait. René traversa la cour principale. Ses pas résonnèrent différemment ce matin-là. Ou peut-être était-ce lui qui écoutait différemment. L'usine était là, entière, dans cette heure entre la nuit et le jour où les bâtiments industriels ont quelque chose de monumental et de fragile à la fois. Il s'arrêta un instant au milieu de la cour, regarda les façades, les toits en dents de scie, les verrières poussiéreuses qui commençaient à prendre la lumière du dehors. 27 ans. Il avait commencé ici à 18 ans, fils de son père, ajusteur comme lui. Il en avait 45. Entre les deux, il y avait eu des enfants, une maison rachetée pierre par pierre, des grèves, des promotions, des hivers interminables et des étés où la chaleur des fours rendait les ateliers irrespirables. Il entra dans l'atelier numéro 7. Ils étaient 12 ce matin-là. 12 pour finir ce que 30 000 avaient recommencé. Ils se connaissaient tous, certains depuis 15 ans, d'autres depuis plus longtemps encore. Ils échangèrent les salutations habituelles, avec cette économie de mots propres aux gens qui se côtoient depuis si longtemps qu'ils n'ont plus besoin de remplir le silence. Sur la chaîne, une seule déesse attendait. Blanche. Carrosserie déjà posée, intérieur en cours de finition. Numéro de châssis, 1454321, le dernier de la série de Javel. Elle n'était pas différente des autres. Même ligne courbe, même capot qui plonge vers l'avant, même silhouette que Flaminio Bertoni avait sculptée dans la glaise en une nuit de 1954, selon la légende. Elle était là, ordinaire dans sa perfection, ignorante de ce qu'elle représentait. René prit sa place à son poste habituel. Contrôle de la suspension hydropneumatique, 3e station avant la sortie. Il enfila ses gants, saisit ses outils et commença. À 10 heures, un contremaître apporta une caisse en carton. Dedans, du pain, du saucisson, du fromage et 2 bouteilles de vin rouge d'une marque ordinaire. Personne n'avait organisé de cérémonie officielle. La direction avait jugé qu'il n'y avait rien à célébrer dans une fermeture. Mais les hommes avaient décidé entre eux la veille de manger ensemble. Ils posèrent là les outils, s'assirent sur des caisses de pièces retournées au milieu de l'atelier et déjeunèrent dans cet espace fait pour 4000 personnes qui n'en contenait plus que 12. Personne ne porta de toast.
Personne ne fit de discours. Ils mangèrent, parlèrent de choses ordinaires, un match de football, les travaux dans la rue, un fils qui passait un examen. Ils évitèrent soigneusement de parler de ce qui se passait. Pas par déni, par dignité. René but un seul verre. Il devait encore travailler l'après-midi. À 13h40, la déesse blanche atteignit la dernière station de la chaîne. René la suivit des yeux depuis son poste. Il avait déjà vérifié sa suspension 2 heures plus tôt. Tout était conforme, tout était juste, comme les 80 000 déesses qu'il avait contribué à assembler depuis 1957. Il n'y avait rien à redire à cette voiture. Elle était parfaite. Un collègue l'appela depuis la station finale. René traversa l'atelier lentement. Il s'arrêta devant la déesse, posa la main sur l'aile avant droite. Le métal était froid, légèrement rugueux sous la peinture blanche, et resta ainsi quelques secondes sans bouger. Personne ne dit rien. Personne ne prit de photos. Il n'y avait pas d'appareil photo dans l'atelier ce jour-là. Il retira sa main, fit signe au collègue de procéder. À 14h37, les grandes portes de l'atelier numéro 7 s'ouvrirent sur la cour. La déesse blanche avança au pas, guidée par 2 ouvriers qui marchèrent de chaque côté, comme on accompagne quelqu'un qu'on ne reverra plus. Elle franchit le seuil. La lumière d'avril, une lumière pâle, propre, sans chaleur, tomba sur la carrosserie et y fit courir un reflet blanc. Quelqu'un dans l'atelier frappa dans ses mains une fois. Un seul applaudissement, sec, qui mourut aussitôt dans le silence. Personne ne suivit. Ce n'était pas de la froideur, c'était autre chose, quelque chose qui n'avait pas de nom exact, mais que tous ressentirent de la même façon. L'impossibilité de faire tenir dans un geste ce que l'on était en train de perdre. La déesse traversa la cour, franchit le portail principal et disparut dans la rue André-Citroën. René retourna dans l'atelier. Les 11 autres s'affairaient déjà à ranger, à nettoyer, à préparer les dernières bonnes formalités administratives. Lui alla directement au tableau électrique du fond, une armoire métallique grise, vissée au mur depuis 1952, avec ses rangées d'interrupteurs étiquetés à la main. Il chercha l'interrupteur de l'éclairage général, le trouva, posa le pouce dessus. 27 ans. Son père avait travaillé ici avant lui. La lumière de cet atelier avait éclairé la traction avant, la 2CV, la DS, l'AMI, la GS. Elle avait éclairé des grèves et des records de production, des accidents et des promotions, des fins de carrière et des débuts. Elle n'avait jamais été éteinte avant 22 heures. Il était 14h45. René abaissa l'interrupteur. L'atelier numéro 7 s'obscurcit d'un seul coup. La lumière des verrières prenait le relais. Une lumière diffuse, poussiéreuse, qui tombait en biais sur les chaînes vides et les établis rangés. Dans cette lumière-là, l'atelier ressemblait à quelque chose qu'il n'avait jamais été de son vivant. Un lieu abandonné. René sortit le dernier, franchit la porte. N'entendit pas le claquement derrière lui parce qu'il avait cessé d'écouter. Il récupéra son vélo dans la cour, enfourcha la selle et prit le chemin de la rue Ballard comme il l'avait fait 6500 fois. Il ne se retourna pas par force, pas par indifférence, mais parce qu'il savait, il le savait précisément, dans ses mains sur le guidon et dans ses épaules, et dans sa façon de regarder droit devant lui, que s'il se retournait, il ne pourrait pas continuer à pédaler. Il rentra chez lui. Sa femme était dans la cuisine. Elle lui demanda s'il voulait du café. Il dit oui. Il s'assit à la table. Dehors, le soleil d'avril déclinait sur les toits du 15e arrondissement. Dans l'appartement, personne n'alluma la lumière. Ils restèrent dans la pénombre un long moment, lui assis, elle debout près de la fenêtre, sans parler, sans que ce silence soit pesant. C'était simplement ce que la journée demandait. La lumière s'éteignit dans l'appartement à la même heure qu'elle s'était éteinte dans l'atelier. 14h45. Le lendemain matin, René se leva à 5h30, s'habilla dans le noir, alla dans la cuisine, fit chauffer de l'eau et s'assit devant sa tasse, face à la fenêtre, face à la rue Ballard qui commençait à s'éclairer. Pour la première fois en 27 ans, il ne savait pas quoi faire de son matin.